Chers amis de Rivarol, bonjour. Je vais avoir le plaisir aujourd'hui de vous lire l'article de Jean Terrien, extrait du numéro 3455 de Rivarol, bien sûr, du 20 janvier 2021, et intitulé « Vaccination et médecine juive ». Le 8 janvier 2021, la Commission européenne a commandé, avec l'argent du contribuable, notamment français, 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Au total, l'Union européenne a commandé 600 millions de doses de ce vaccin, dont l'efficacité est loin d'être prouvée. Je cite, « Nous avons désormais sécurisé l'achat de suffisamment de doses pour vacciner 380 millions d'Européens, soit 80% de la population, et d'autres vaccins vont suivre dans les semaines et mois à venir », s'est réjouie Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Article à retrouver sur le site lemonde.fr, rubrique internationale. Article du 8 janvier 2021, Covid-19, l'Union européenne commande 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. Des vaccins douteux. Le journal Le Monde rapporte que les contrats qu'ont négociés en amont l'exécutif bruxellois et les 27 avec les laboratoires ont été relativement longs à finaliser. Notamment parce qu'ils prévoient, si les vaccins doivent poser problème, un partage des responsabilités juridiques entre États et laboratoires, quand, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, seuls les États sont tenus responsables. À retrouver sur le site lemonde.fr, rubrique internationale, article du 8 janvier 2021, Covid-19, l'Union européenne commande 300 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech. En clair, s'il s'avère que ces vaccins sont des poisons, les laboratoires pharmaceutiques qui nous les ont refourgués ne seront pas tenus responsables juridiquement. Pourquoi inclure une telle clause dans le contrat si les vaccins en question sont sans danger ? Le vaccin en question est une technologie nouvelle, non éprouvée, l'ARN messager. D'après le professeur Christian Perron, il s'agit d'une thérapie génique impliquant l'éventuelle modification de notre ADN. À retrouver sur le site internet ecoreseau.fr, rubrique Covid-19, éditorial Covid-19 du 16 décembre 2020, le vaccin à ARN messager de Moderna pose une question existentielle. D'ailleurs, le monsieur vaccin du gouvernement français, chargé de communiquer sur la campagne de vaccination, Alain Fischer, s'est montré extrêmement prudent quand il s'est exprimé à la télévision devant les Français. Il a préconisé une campagne qui doit commencer prudemment et a évoqué de petites marges d'incertitude sur les effets indésirables du vaccin. À retrouver sur le site challenge.fr, rubrique Entreprise, Santé et pharmacie, Monsieur Vaccin n'est pas un roi de la com. Fischer était manifestement bien informé, puisqu'on apprenait, le 15 janvier 2021, via le média norvégien Norway Today et CNews, que l'agence norvégienne du médicament a fait état de 13 décès qui seraient liés aux effets secondaires du vaccin Pfizer contre le coronavirus. Au total, 23 décès ont été recensés dans le cadre de la vaccination contre le Covid-19 en Norvège, et jusqu'à présent, 13 d'entre eux ont été analysés. À retrouver sur le site internet de cnews.fr, rubrique Monde, du 15 janvier 2021, Coronavirus, 13 morts liés au vaccin en Norvège. Les rapports pourraient indiquer que les effets secondaires courants des vaccins à ARNM, tels que la fièvre et les nausées, peuvent avoir entraîné la mort de certains patients fragiles, a noté le médecin en chef de l'agence norvégienne du médicament, Sigurd Ortemo. L'Institut national de la santé publique norvégien a mis à jour le guide de vaccination contre le coronavirus avec de nouveaux conseils sur la vaccination des personnes âgées fragiles. Steinar Madsen, membre de l'agence norvégienne du médicament, a déclaré lors d'une interview donnée le jeudi 14 janvier 2021 « Si vous êtes fragile,
vous ne devriez probablement pas être vacciné. À retrouver sur le site internet norwaytoday.info, rubrique News, Norwegian Medicines Agency links 13 deaths to vaccine side effects. Those who died were frail and old. Dans un communiqué cité par Bloomberg, Pfizer assure que le nombre d'incidents n'est pas alarmant, conformément aux attentes. À retrouver sur le site bloomberg.com, rubrique News, article du 15 janvier 2021, Norway warns of vaccination risks for sick patients over 80. Pfizer nous dit tranquillement qu'il s'attendait à ce que son vaccin provoquât des morts. Aux États-Unis, les autorités ont recensé 21 cas de réactions allergiques sévères entre le 14 et le 21 décembre, rapporte Bloomberg. L'éthique de la médecine juive. L'on comprend mieux pourquoi le président directeur général de Pfizer, Albert Bourla, préfère ne pas s'injecter son vaccin. Il a ainsi déclaré sur CNBC le 14 décembre 2020 que les dirigeants de Pfizer attendront leur tour pour se faire vacciner. Je cite, « Dès que je le pourrai, je le ferai, mais je ne veux pas que les dirigeants passent devant les autres. J'ai 59 ans, je suis en bonne santé, je ne travaille pas en première ligne, donc il n'est pas recommandé que mon groupe se fasse vacciner maintenant. » Déclaration à retrouver sur le site internet businessinsider.fr / le PDG de Pfizer attendra pour se faire vacciner contre le Covid-19. C'est là une belle éthique qui doit lui venir de sa religion. Albert Bourla, juif, fils de survivant de la Shoah, a allumé les bougies de Hanouka lors d'une cérémonie virtuelle organisée par l'ambassade d'Israël à Washington, comme le rapporte fièrement The Times of Israel. À retrouver sur le site du timesofisrael.com / le PDG de Pfizer, fils de survivant de la Shoah, allume les bougies de Hanouka. L'analyse de l'éthique médicale dans le judaïsme permet de comprendre l'implication de nombreuses personnalités juives dans des scandales sanitaires, Laurent Fabius, Agnès Buzyn, Jérôme Salomon, etc. Maïmonide, illustre rabbin et médecin, autorité théologico-juridique jusqu'à nos jours, écrira qu'il est interdit de guérir un goy même contre paiement. Cependant, si vous le craignez ou que vous redoutiez son hostilité, soignez-le contre paiement, mais il est interdit de le faire sans rétribution. Maïmonide, Mishneh Torah, idolâtrie. Cité par Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires, 1994, page 100. À la suite de Maïmonide, les autres œuvres faisant autorité reprendront sa doctrine, notamment au XIVe siècle dans l'Arba à Turim, ainsi que dans le Beit Losef et le Shulhan Aroukh de Joseph Caro. Dans les deux ouvrages de Caro, à la section Yoredea, 158, le Shulhan Aroukh expose à nouveau la même doctrine à Oshen Mishpat, 425. Israël Shahak, page 101. Citant Maïmonide, le Beit Losef ajoute « Et il est permis de faire l'essai d'un remède sur un païen, si cela sert à quelque chose. » Principe que reprend aussi le célèbre rabbin Moses Isserles. Israël Shahak, page 101. Et ce n'est pas ce que... Et n'est-ce pas ce que nous vivons actuellement ? N'est-ce pas ce que proposaient sur LCI deux médecins juifs le 1er avril 2020 ? Jean-Paul Mira, chef de la réanimation à l'hôpital Cochin à Paris, dialogue avec Camille Locht, directeur de recherche à l'INSERM. Les deux hommes discutent des études qui pourraient être lancées pour vérifier l'efficacité du vaccin du BCG contre le coronavirus, rapporté Le Parisien le 3 avril 2020. En plateau, Jean-Paul Mira lance « Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation,
un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études avec le sida ou chez les prostituées. On essaie des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez raison, lui répond le professeur Locht, avant d'ajouter « On est d'ailleurs en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique avec le même type d'approche. Ça n'empêche pas qu'on puisse réfléchir en parallèle à une étude en Europe et en Australie. » À retrouver sur le site leparisien.fr, rubrique politique, coronavirus, un vaccin testé en Afrique, 2 médecins font polémique sur LCI. Des coupables communautaristes systématiquement protégés. Outre ces faits, on peut aussi s'interroger sur l'impunité de ces individus. Nous avons récemment appris que l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui est visée par des poursuites judiciaires sur sa gestion de la crise sanitaire, a quitté la France pour la Suisse et a été embauchée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. À retrouver sur le site lefigaro.fr, rubrique Sciences. En rejoignant l'OMS, Agnès Buzyn va-t-elle bénéficier d'une immunité diplomatique ? Rappelons que le mari d'Agnès Buzyn, Yves Lévy, dirigeait l'Institut national de la santé du 12 juin 2014 au 13 octobre 2018, alors que sa femme occupait le poste de ministre de la Santé du 17 mai 2017 au 16 février 2020. L'INSERM est le principal organe de recherche médicale en France, dont le budget s'élève à 912 560 000 €. On apprenait dans un article du journal Marianne, en date du 11 octobre 2017, et titré « Conflit d'intérêts, cette décision de la ministre Agnès Buzyn qui a bien fait les affaires de son mari », que le 2 octobre 2017, Agnès Buzyn et Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, avaient annoncé le report d'un appel à projets pour créer de nouveaux instituts hospitalo-universitaires IHU, en précisant que ceux-ci devront proposer une gouvernance sans fondation support. À retrouver sur le site marianne.net, rubrique politique, conflit d'intérêts, cette décision de la ministre Agnès Buzyn qui fait bien les affaires de son mari. Or, souligne Marianne, cette demande administrative s'inscrivait dans une lutte d'influence à laquelle l'INSERM était partie prenante. Les deux ministres ont simplement fait droit à une demande d'Yves Lévy, mari d'une des deux signataires. Cette situation étant embarrassante pour le gouvernement et Madame Buzyn, Yves Lévy a retiré sa candidature à un second mandat à la tête de l'INSERM. À retrouver sur le site lefigaro.fr, rubrique Flash Actu, du 30 juillet 2018, présidence de l'INSERM, Yves Lévy, mari de la ministre de la Santé, retire sa candidature, .php. Il quitte la présidence de l'INSERM, il est remplacé le 2 janvier par un coreligionnaire, Gilles Bloch, en octobre 2018, et il est immédiatement parachuté au poste de conseiller juridique d'État extraordinaire. Il quitte officiellement l'INSERM le 13 octobre 2018, et il est nommé conseiller d'État 3 jours avant, le 10 octobre 2018. À ce titre, il est rémunéré entre 1 500 et 6 100 € net par mois pendant 5 ans, alors qu'il n'a jamais pratiqué le droit public. À retrouver sur le site marianne.net, rubrique politique, le mari médecin de la ministre Buzyn, recasé comme conseiller juridique du gouvernement. Quant à Jérôme Salomon, un autre membre du peuple élu, directeur général de la santé, mis en cause par la commission d'enquête du Sénat en décembre 2020 sur sa gestion de la pandémie, il avait déjà connu d'autres problèmes alors qu'il travaillait à l'Institut Pasteur. À retrouver sur leparisien.fr, rubrique Société, pénurie de masques au printemps, le Sénat étrille Jérôme Salomon. Le Parisien révèle. Nous sommes en mesure de révéler qu'en octobre 2012, cette figure scientifique et médiatique de la pandémie a été licenciée dans des conditions troubles par l'Institut Pasteur
alors qu'il y occupait le poste de responsable de la division internationale. À l'époque, Jérôme Salomon est officiellement licencié pour cause réelle et sérieuse, un motif non lié à une faute ou à une insuffisance professionnelle, en raison d'un cumul de fonctions après la récente nomination de celui-ci comme professeur au Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM. En réalité, selon nos informations, le départ brutal du futur directeur général de la santé est lié à une raison moins avouable: l'envoi supposé d'une lettre anonyme dactylographiée. Le courrier que nous avons pu consulter, posté le 22 septembre 2012, apparaît comme un cri de désespoir lancé par un salarié qui serait en fonction au service support de Pasteur. La victime supposée se dit victime de harcèlement sexuel, de corruption et de menaces de mort de la part du dirigeant. L'auteur dénonce des faits de pédophilie, de zoophilie et de sadomasochisme. Finalement, 2 salariés connaissant intimement Jérôme Salomon l'identifient comme l'auteur de cette lettre anonyme et calomnieuse. Malgré cette affaire sordide, Salomon intègre en 2014 le cabinet de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, en charge de la sécurité sanitaire, et sera nommé dans une unité mixte de recherche, CNAM, Institut Pasteur. Et il termine directeur général de la santé. Voilà les individus en charge de notre santé. Il y a de quoi trembler. Un article de Jean Terrien, extrait du numéro 3455 de Rivarol, du 20 janvier 2021. Chers amis, à bientôt.